Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart sur un sujet que vous avez choisi sur Instagram. Franchement, j'avais tenté de remettre un petit Airball Project dans le sondage avec AJ Dibonsa pour lancer la série de cette année, mais vous m'avez calmé direct, vous avez voulu un sujet NBA pur jus, du concret, du maintenant. Bon, message reçu, les Airball Project vont revenir bientôt, surtout avec la fin de la March Madness là, mais aujourd'hui, vous avez tranché, on part sur les plus grosses déceptions individuelles de la saison. Et franchement, je comprends, des déceptions cette année en NBA, il y en a eu un paquet. Il y a des joueurs chez qui on attendait qu'ils passent un vrai cap, d'autres on voulait juste des confirmations, et on verra ça, on n'a pas toujours eu ce qu'on attendait. D'ailleurs, vous connaissez le rituel, si vous voulez peser sur le sujet des prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Je balance le sondage sur le canal le week-end, vous votez, vous décidez, et derrière, moi, je construis l'épisode en fonction du choix de la commu. Donc si ce n'est pas encore fait, allez me suivre là-bas, parce que franchement, c'est l'occasion d'avoir la main sur une bonne partie du programme que je fais sur ma chaîne. Puis tant qu'à faire dans les formalités, n'oubliez pas de vous abonner ici aussi, sur YouTube ou sur Spotify, selon la plateforme que vous choisissez. Mais ouais, l'idée aujourd'hui, c'est pas de tomber sur des joueurs gratuitement juste parce qu'ils ont déçu. Le but, c'est plutôt de regarder ça de la manière la plus objective possible. Pourquoi on attendait plus de ces joueurs? Pourquoi ça n'a pas vraiment pris? Et pourquoi, pour certains, le décalage avec ce qu'on imaginait en octobre fait quand même un peu mal? On va donc parler niveau de jeu, contexte, blessure, rôle dans l'équipe, responsabilité et même suspension. Bref, on n'est pas juste là pour dire lui, il a été mauvais. On va essayer de voir pourquoi certains dossiers laissent un peu un goût amer au fond de la gorge en cette fin de saison. Bref, on va prendre tout ça calmement et essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ce bordel en tentant d'être juste. Alors installez-vous bien, prenez un café, un thé, une infusion, tout ce que vous voulez, nous on lance ça tout de suite. Allez, pour commencer direct, je veux évoquer un cas que je trouve bien parlant. Paolo Banchero, on va être clair, ce n'est pas une catastrophe non plus. Si tu balances juste les stats, presque 23 points, plus de 8 rebonds, autour de 5 passes, tu te dis même que c'est très correct. Le problème avec lui, c'est juste qu'on n'en est plus au stade de simple joueur prometteur. Non, là on parle du mec censé porter Orlando, d'un ancien first pick, d'un all-star, d'un joueur qui sortait d'une saison à presque 26 points. Le Magic lui a filé un énorme contrat, ils ont rajouté Desmond Bane et Tyus Jones à ses côtés. Donc oui, de sa part, on s'attendait à autre chose qu'une saison simplement correcte. Ouais, sur le papier, ce qu'il fait, c'est propre, mais quand tu regardes ses matchs, je trouve qu'il manque cette espèce de déclic. Le plus frustrant chez lui, c'est qu'il joue encore trop souvent comme un scoreur extérieur sans avoir encore l'adresse qui va avec. Son tir à 3 points reste moyen, autour des 30%, et son mid-range n'a pas été assez rentable non plus. À côté de ça, il n'a pas assez puni près du cercle, alors qu'il a largement le profil pour le faire. Paolo, c'est plus de 2m08, plus de 110 kg, du handle, du toucher, de la vision. En vrai, avec un profil pareil, ça devrait faire des carnages tous les soirs dans la raquette. Mais cette saison, il a trop souvent évité le contact, freiné ses drives ou pris des tirs trop compliqués. Du coup, visuellement, ce n'est pas du tout aussi impressionnant que prévu. Et c'est ça qui me gêne le plus, quand t'es censé être le visage d'une franchise, être bon, ça ne suffit plus. À un moment, il faut devenir tranchant, devenir une espèce d'évidence pour les observateurs. Ce qui déçoit, je le répète, ce n'est pas tellement la ligne de stats, c'est surtout le manque de domination, le fait qu'on soit encore obligé de nuancer autant quand on parle de lui. Il n'a pas été All-Star cette saison, et lui-même a reconnu qu'il ne l'avait pas mérité, ce n'est jamais anodin. Orlando a aussi eu trop de séquences où sa présence ne changeait pas assez le jeu de l'équipe. Je dis pas que le Magic est meilleur sans lui, ce serait débile, mais à ce stade, il ne simplifie pas encore assez les choses, il y a encore trop de matchs où il est bon sans être vraiment dominant. Après quand même, faut remettre un petit peu de contexte, parce qu'il n'est pas le seul responsable de tout ça, loin de là. Blessure Allen en novembre, une dizaine de matchs ratés, Franz Wagner et Jalen Suggs souvent absents eux aussi, et au final, Orlando n'a presque jamais eu la continuité qu'on imaginait, donc oui, ça compte, mais ça n'excuse pas tout non plus. Quand tu es à ce niveau-là, on te juge aussi sur ta capacité à tenir la baraque quand ça tangue un peu. Heureusement, dernièrement, il finit mieux. Depuis le All-Star Break, il est monté en puissance, il a été plus agressif, il a sorti des gros matchs et il a rappelé qu'il avait toujours énormément de talent sous le capot. Et c'est là que ça devient intéressant avec lui, parce que la question le concernant, ce n'est même plus est-ce qu'il est fort. Non, c'est plutôt de savoir jusqu'où ses qualités vont pouvoir le mener, aussi bien individuellement que collectivement.
C'est pour ça, la suite de son histoire, elle va dépendre d'un gros truc. Est-ce qu'il va rester ce joueur très fort, très talentueux, mais parfois frustrant, ou est-ce qu'il va enfin comprendre où il doit appuyer pour vraiment faire mal? Pour moi, ce qu'il doit faire est assez clair. Plus de présence au cercle, plus de lancers, moins de tirs forcés, moins de séquences compliquées pour rien, plus de violence dans le jeu. S'il prend ce virage, on regardera peut-être cette saison comme un petit retard à l'allumage. Alors à voir, parce qu'aujourd'hui, à ce stade, on attendait une vraie prise de pouvoir, et désolé, on ne l'a pas vraiment eu. Bref, c'est pour ça qu'il a sa place ici, et juste après, vous allez voir, on a un dossier un petit peu similaire. Evan Mobley, c'est un cas plus subtil. Sur le papier, il reste très fort, presque 18 points, 9 rebonds, plus de 3 passes, plus d'1 contre et demi, Cleveland est 4ème à l'Est. Donc globalement, sa saison reste bonne. Le souci, c'est qu'on ne le juge plus comme un simple très bon jeune intérieur. Là, on parle du Deepoy en titre, d'un All-NBA récent, d'un joueur qui venait de finir top 10 au MVP, et d'un mec à qui Cleveland a donné plus de 220 millions. Après la saison dernière, on n'attendait pas juste une confirmation, on attendait un vrai palier de plus le concernant. C'est ça le truc frustrant avec Mobley. On va pas dire qu'il s'est planté, on va pas aller jusque-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pas pris le contrôle, il s'est pas montré non plus totalement dominant. L'an dernier, avec lui, tu pouvais vraiment te projeter. Défensivement, il était déjà monstrueux, et en plus, son tir extérieur commençait à ressembler à quelque chose, donc forcément, on s'est mis à rêver, en se disant que si ce mec gardait cette défense-là et commençait vraiment à sanctionner de loin, on tenait peut-être un game changer. Sauf que cette saison, le tir extérieur est retombé autour des 30%, et ça, ce n'est pas un petit détail. C'était justement un des trucs qui devait l'aider à changer de dimension, et il a pas réussi à confirmer. Et ce qui m'énerve le plus chez lui, je pense, c'est son rapport à l'agressivité. Mobley, il fait presque 2m11, il bouge super bien, il est intelligent, il sait finir, il sait passer, il sait punir des erreurs, et pourtant trop souvent il ne joue pas encore comme quelqu'un qui a compris à quel point il peut faire mal. Quand il y a un petit sur lui, parfois t'as juste envie qu'il le démonte tout de suite, qu'il y aille fort, qu'il provoque la faute, qu'il règle l'action vite fait, et à la place il peut encore hésiter, ressortir la balle ou choisir une solution bien trop sage par rapport à ce qu'il peut faire. C'est ça qui frustre, tu regardes un joueur blindé de qualité, mais qui n'impose pas encore assez naturellement sa supériorité. C'est exactement ça qui l'empêche de changer de statut. Oui, il est excellent, mais est-ce qu'il fait vraiment peur à ses adversaires? Pas encore. Il y a aussi un truc tout bête mais qui compte beaucoup, les lancers. Tomber autour des 60% à ce niveau-là c'est trop faible et ça te bloque vite, parce que si tu veux devenir une grosse menace offensive, il faut convertir les points faciles aussi. Puis plus globalement, son jeu n'est pas encore vraiment fixé, il n'a pas encore assez élargi sa palette pour punir partout, mais il n'a pas non plus assez simplifié son arsenal pour devenir vraiment létal sur ses points forts. Du coup, il sait faire plein de choses, oui, mais pas encore avec l'autorité qu'on aimerait voir avec un tel physique. Après, tout n'est pas noir non plus, je vais pas non plus abuser. Il faut quand même dire un truc en sa faveur, il paye aussi le niveau délirant de sa saison dernière. Quand t'es Deepoy, All-NBA et pas si loin que ça des discussions MVP, tu mets la barre tellement haut qu'une bonne saison peut presque passer pour une déception. Cleveland a aussi pas mal tâtonné avec lui offensivement, et puis l'arrivée de James Harden a changé des choses. Avec lui, Mobley a eu des situations plus simples, des pick and roll plus naturels, plus de ballons dans l'axe, plus d'occasions de couper fort vers le cercle. Et ça s'est vu, depuis le All-Star Break, il est bien meilleur, avec un mois de mars plus convaincant et une sensation de joueur qui revient enfin à ses standards. En vrai, pour moi, jusque-là, ce qu'il a montré cette saison est décevant, mais son dossier reste ouvert. Et c'est aussi pour ça que son cas est si intéressant dans cette vidéo, je trouve. Parce que la vraie question avec Mobley, elle est là maintenant. Pas dans un an, pas plus tard, maintenant. Est-ce qu'il va rester ce joueur exceptionnel en défense, très bon en attaque, mais encore un peu trop soft quand il s'agit de vraiment prendre le pouvoir, ou est-ce qu'il va profiter de cette fin de saison, et surtout des playoffs, pour montrer qu'il peut être plus qu'un intérieur ultra complet? Cleveland a besoin de cette réponse, parce que s'il devient juste une version haut de gamme d'un très bon two-way big, c'est déjà énorme, mais si les Cavs veulent vraiment aller toucher le sommet, il faudra plus qu'un super lieutenant, il faudra un mec agressif, sale, énergique et qui montre de l'envie. C'est tout ce qui lui manque selon moi, et vu que cette saison il a eu du mal à confirmer, je pense qu'il a sa place ici aujourd'hui dans cette vidéo. Du coup maintenant on passe à un dossier qui raconte carrément l'échec d'un projet. Avec lui, désolé d'avance, mais je vais peut-être prendre un petit peu moins de pincettes. Jaren Jackson Jr. ce n'était pas censé être juste un nom qu'on cite vite fait dans ce genre de vidéo. L'an dernier il sortait d'une vraie grosse saison, plus de 22 points, un All-Star Game, une place en All Defensive Team et déjà un trophée de Deepoy dans le CV. Memphis venait en plus de le prolonger sur un énorme contrat, donc l'idée elle était claire. Avec le retour de Ja Morant, Jaren devait faire partie des gars qui relançaient vraiment le projet. À 26 ans, on ne lui demandait plus juste du talent, on lui demandait du poids, de la stabilité, un truc plus affirmé. Et c'est là où ça fait mal, parce qu'au lieu de relancer les Grizzlies, il a fait tout l'inverse. À Memphis, avant d'être transféré, sa saison n'était pas non plus affreuse sur la feuille, un peu plus de 19 points, presque 6 rebonds, autour d'un contre et demi. Dit vite fait, ça passe, mais quand tu remets ça dans le contexte, c'est déjà beaucoup moins convaincant. Son scoring a baissé, son impact offensif n'a pas vraiment grandi, et surtout, il n'a jamais donné l'impression de tenir l'équipe quand ça partait en vrille. Et le plus frustrant avec lui, c'est que les vieux défauts sont toujours là, le rebond est toujours trop faible pour un intérieur de cette taille, les fautes encore trop nombreuses, et ce mélange un peu pénible entre actions super efficaces et
séquences complètement brouillonnes. Ça, à 21 ans, ok tu pardonnes, mais à 26, d'autant plus avec ce CV là, beaucoup moins. Après il faut être juste, le contexte de Memphis a été catastrophique. Ja Morant n'a joué que 20 matchs avant d'être arrêté pour la saison, l'équipe a plongé, la structure offensive a volé en éclats, et Jaren Jackson Jr. s'est retrouvé dans un environnement beaucoup moins propre que prévu. Donc non, il n'est pas le seul responsable de ce naufrage, mais c'est aussi ça le poids du statut. Quand on vous présente comme l'un des visages du projet, on vous juge sur votre capacité à survivre même dans le chaos, et lui ne l'a pas fait. Memphis s'est enfoncé, et Jaren Jackson Jr. n'a jamais réussi à devenir ce stabilisateur qu'on imaginait. Et puis, il y a le moment qui a tout fait basculer, on en a parlé vite fait juste avant, son trade vers le Jazz. Quand tu deals en pleine saison un joueur que tu viens de prolonger, ça dit forcément quelque chose. Ça veut dire qu'en interne, Memphis n'y croyait déjà plus assez, et franchement ça pique. Triple J n'était pas censé devenir un mec qu'on déplace pour réajuster le projet, il était censé faire partie du noyau dur. Son départ vers Utah début février a totalement changé la lecture de son année. Là on n'était plus juste sur une saison décevante, on était sur une vraie cassure. Une franchise ne lâche pas aussi vite un joueur qu'elle vient de payer des tonnes de dollars sans raison. Et après le plus fou, c'est que ses débuts dans l'Utah redonnaient presque envie d'y croire. Sur ses 3 premiers matchs avec le Jazz, il a mis plus de 22 points de moyenne. 3 matchs, 3 fois au-dessus des 20 points. Donc oui, à très court terme, le changement de décor semblait lui faire du bien. On retrouvait un Jaren plus léger, plus libre, presque relancé. Mais il faut rester calme. 3 matchs, ce n'est pas une preuve, c'est juste un échantillon. D'autant que même là, le rebond restait faible, autour de 4 prises par match. Et surtout, ce petit coup de mieux a été coupé direct par un problème au genou gauche qui a mené à une opération synonyme de fin de saison. Résultat, son année se termine sur une impression hyper étrange. Début décevant à Memphis, transfert choc, mini sursaut à Utah, puis rideau. Pour faire le bilan, en vrai, son année est surtout bizarre. Est-ce que c'est le contexte de Memphis qui ne lui convenait plus, ou alors est-ce que c'était plus profond que ça? Franchement dur à dire à l'heure actuelle, mais je ne pense pas qu'il faille tout de suite l'enterrer non plus. Son talent n'a pas disparu, j'en suis certain, mais la question n'est plus la même. Avant on se demandait jusqu'où il pouvait aller, maintenant on se demande surtout s'il peut enfin devenir un joueur stable, discipliné, fiable et pas juste brillant par séquence. S'il revient bien, le Jazz pourra encore croire en lui, mais cette fois il faudra autre chose que des flashs, il faudra enfin de la continuité. C'est pour ça au final qu'il est dans cette vidéo. Avec Triple J cette saison, je voulais de la clarté, et finalement, ce qu'il a fait, c'est apporter encore plus de flou sur son avenir. Mais allez là, pour enchaîner, j'ai envie qu'on passe sur un cas un petit peu à part, qui, je pense, va particulièrement plaire, ou pas, à la commu FR. Zachary Rizaché, ce n'est évidemment pas la même histoire que les autres. Là, on ne parle ni d'un vétéran en bout de course, ni d'une star censée porter une équipe. On parle d'un joueur de 20 ans, encore en apprentissage. Sauf qu'il y a un détail qu'on ne peut pas oublier. Il a été drafté numéro 1 et ça change forcément la lecture. Un first pick, tu ne l'attends pas juste comme un joueur correct. Tu attends un futur pilier, ou au moins quelqu'un qui te donne très vite cette impression-là, et sa fin de saison rookie avait justement donné envie d'y croire. Mais le problème, c'est que la progression qui est censée avoir un sophomore, on ne l'a pas vraiment vu chez Zach, au contraire. Cette saison, ses chiffres baissent presque partout, il est autour de 10 points, 4 rebonds, un peu plus d'une passe, avec moins de volume et surtout moins d'efficacité. Puis au-delà des chiffres, visuellement, ce n'est pas hyper encourageant non plus, il n'a pas pris une autre dimension, il n'est pas devenu un vrai créateur, il n'est pas devenu un scoreur plus solide, et il n'est même pas encore ce role-player ultra impactant qui compense le reste constamment. Aujourd'hui, après 2 saisons dans les pattes, tu ne sais pas encore vraiment quel joueur il est, et quel peut être son rôle. Pour un numéro 1 de draft dans sa 2e saison, forcément ça commence à faire parler. Le signal le plus fort, il est peut-être là, il est sorti du 5 majeur. Quinn Snyder a fini par mettre CJ McCollum à sa place, et ce n'était pas juste un essai sur un match pour voir, le message était assez clair. À ce moment-là, le staff pensait que l'équipe tournait mieux autrement, et pour un first pick, aussitôt dans sa carrière, c'est pas un move anodin. En même temps, même avant, il a très peu pesé sur les fins de match. Son temps de jeu dans les 4e quart-temps a souvent été limité, et ça veut simplement dire une chose, quand ça se joue vraiment, le staff ne lui fait pas encore totalement confiance. Et c'est là que ça devient dur, parce qu'on ne parle plus juste de stats, on parle de sa vraie place dans l'équipe. Dans le jeu, ses limites restent très visibles, il va au cercle, mais il finit encore de façon trop aléatoire près du panier, surtout au contact. Son handle reste fragile quand la pression monte, sa création pour les autres est encore limitée, et offensivement, il dépend beaucoup trop d'un créateur à côté de lui pour exister confortablement. Cette année, dès qu'il a fallu improviser un peu plus ou punir par lui-même, ses limites ont sauté aux yeux, et le truc, c'est que même son tir reste irrégulier. En gros, aujourd'hui, il est plus un shooter d'opportunité qui vit avec une adresse inconstante qu'un vrai danger permanent, et ça oui, c'est décevant. Après, il faut rester lucide, son année n'est pas non plus à jeter totalement aux oubliettes. Défensivement, il y a quand même des trucs intéressants, il est actif, il a de la longueur, il gêne des lignes de passe, il met un peu d'énergie au rebond et il perd moins de ballons qu'avant. Donc non, on n'est pas en train de parler d'un bust déjà enterré. Le souci, c'est plutôt qu'il progresse sur des détails, mais pas encore sur le plus important, et c'est ça qui frustre, parce qu'en tant que numéro 1, on s'attendait à une progression plus nette, plus visible, plus facile à raconter pour sa 2e saison. Là, on se retrouve surtout avec des questions qui concernent son plafond. Aujourd'hui, on ne se demande plus s'il pourrait devenir une star, mais plutôt s'il pourrait s'installer durablement dans un rôle confortable en NBA. Et attention, ce n'est pas insultant, parce que peu y arrivent à faire ça, hein, mais
mais forcément pour un first pick tu dois avoir des attentes plus hautes. Après la bonne nouvelle c'est qu'il n'a que 20 ans, qu'il a encore de la marche physiquement et qu'Atlanta croit toujours au moins un peu en lui. Donc non, l'histoire n'est pas finie, mais à ce stade il faut être honnête, le cap qu'on attendait qu'il passe n'est pas franchi, et pour un numéro 1, une deuxième saison moins bonne que la première, avec en plus une sortie du 5 majeur, ça suffit largement à le mettre dans cette vidéo. Ça fait du mal de le dire parce que forcément j'ai envie qu'il réussisse, mais on peut pas non plus totalement se voiler la face concernant Zachary. Faire une saison sophomore moins bonne que sa saison rookie quand on est un numéro 1 de draft, oui, c'est décevant, point final. Mais allez, on poursuit et maintenant on va parler d'un dossier qui est presque plus simple à juger humainement que sportivement. Ouais, pour Paul George, la déception ne se limite pas au niveau de jeu. Sur le terrain, ça fait longtemps que je m'attends plus à un PG Prime. À 35 ans, personne de sérieux ne réclamait une saison de superstar à 27 points de moyenne. En revanche, on pouvait attendre autre chose, de la stabilité, du leadership, de la fiabilité. Philadelphie l'avait pris pour accompagner Embiid et Maxey, pour apporter du tir, de la défense, de la création secondaire et surtout un peu de calme dans une équipe qui en manque souvent. Avec son contrat énorme et son statut de vétéran, il devait stabiliser tout ça, pas rajouter du chaos. Sauf qu'au final, c'est lui qui est devenu un des problèmes de cette équipe. Déjà, même avant la suspension dont on parlera après, ça ne respirait pas vraiment la sérénité. Il avait raté les 12 premiers matchs après son opération du genou, il n'avait joué qu'une petite trentaine de rencontres, et ses stats restaient assez modestes pour un joueur censé être la troisième tête d'affiche, autour de 16 points, 5 rebonds, presque 4 passes, avec une adresse très moyenne. Ce n'est pas honteux évidemment, mais ce n'est pas non plus ce qui change la vie d'un contender, donc oui, la déception existait déjà avant la suite. Mais ouais, le tournant de son année, évidemment, ça a été sa suspension de 25 matchs. La NBA l'attrape fin janvier pour violation de sa politique anti-drogue. Lui explique ensuite qu'en essayant de gérer un problème lié à sa santé mentale et à son état physique, il a pris un médicament inadapté. Très bien, on peut entendre l'explication, respecter le fait qu'il assume et éviter d'inventer le reste. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a commis une faute perso, qu'il a pris 25 matchs de suspension sans salaire et qu'il a laissé son équipe gérer sans lui à un moment potentiellement important de la saison. Pour un vétéran censé apporter de la stabilité, ça pèse forcément très lourd. À ce moment-là, il ne déçoit pas juste par son jeu, il déçoit parce qu'il abandonne l'équipe. Parce que les Sixers étaient déjà dans le dur, Embiid manquait encore des matchs, Maxey aussi, l'effectif n'avait jamais vraiment retrouvé de continuité, donc perdre Paul George pendant 2 mois pour une raison évitable, évidemment que ça pèse, et ça résume assez bien sa saison. Philly devait pouvoir s'appuyer sur lui, et au final il a surtout ajouté de l'instabilité à une équipe qui en avait déjà trop. Le plus dur, c'est que lui-même a reconnu avoir laissé tomber la ville, ses coéquipiers et l'organisation, donc même de son côté, il n'y a pas trop de débat, ce n'est pas juste un mauvais concours de circonstances, c'est une erreur qui a coûté cher. Après, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi et le jeter directement sous le bus pour toujours. Son retour a été fort. Dès son comeback contre Chicago, il claque 28 points, 6 tirs à 3 points, 6 rebonds, 4 passes, 4 interceptions. Donc oui, il a encore assez de basket dans les mains pour être très utile sur une fin de saison ou sur une série. En plus de ça, il a confirmé juste après face aux Hornets. Mais le souci, c'est que cette bonne nouvelle en cache une autre. Si à ce stade de sa carrière, il faut quasiment 2 mois sans jouer pour qu'il retrouve de bonnes sensations, ça dit aussi quelque chose sur sa fragilité actuelle. C'est pour ça qu'il faut rester mesuré. Peut-être qu'on peut encore un minimum compter sur lui, mais dépendre de lui, c'est hors de question. Parce qu'un ou deux gros matchs de reprise, ça ne gomme pas des mois compliqués. Son corps a déjà montré ses limites, sa saison a été trop hachée, et les Sixers restent même trop fragiles pour vivre sur une espèce de miracle. Paul George peut encore aider, clairement. Il peut encore faire des gros matchs, être précieux par séquence, donner un coup de main sur une série s'il est frais. Mais imaginez qu'on va retrouver d'un coup une star stable, fiable, dominante soir après soir, je trouve ça très optimiste. Et c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. Pas parce qu'il a été catastrophique, mais parce qu'il était censé solidifier un projet ambitieux, et que finalement, il lui a ajouté encore plus d'instabilité. La déception est sportive, oui, mais la déception hors terrain est encore plus grande pour moi le concernant. Mais dans cette famille, il n'est pas le pire, car pour finir, je voulais garder un nom qui raconte bien la violence de certaines désillusions en NBA. Ja Morant, à la base, on ne l'attendait pas du tout dans une vidéo comme celle-là. Il revenait à 26 ans avec un énorme statut, un très gros contrat, déjà des sélections All-Star, des votes MVP dans le passé, et surtout cette idée d'aider les Grizzlies à repartir sérieusement. On n'attendait pas juste un retour correct, on attendait une vraie saison de relance, presque de rédemption, avec un Ja qui remet de l'ordre et redevient le moteur évident de sa team. Et honnêtement, le bilan est clair, ça a coincé de partout, et c'est pour ça que ça fait aussi mal. Déjà, il n'a joué que 20 matchs, donc rien que là-dessus, c'est raté, mais même sur le terrain, on a rarement retrouvé le Ja qui mettait les défenses en panique. Il tourne à presque 20 points et un peu plus de 8 passes, donc dit vite fait, ça peut sembler correct, sauf qu'il shoot à peine à 41% et surtout à moins de 24% à 3 points. On est loin du joueur qu'on espérait revoir comme une superstar offensive. Bien sûr qu'il y a encore des éclairs, le match à 40 points contre Philadelphie, celui à Londres avec 24 points et 13 passes, ça existe, mais justement, ce sont juste des éclairs, des flashs, pas des preuves d'une vraie saison solide. Après oui, il s'est blessé, et on ne peut pas lui en vouloir pour ça, mais désolé, ça n'excuse pas tout.
Avant, quand Ja jouait, tout Memphis vivait un peu à travers lui. Sa pression au cercle, sa vitesse, sa capacité à casser la défense en deux, ça contaminait tout le reste. Cette saison, on l'a beaucoup moins senti. Comme son tir reste fragile, les défenses peuvent davantage reculer et lui poser des problèmes qu'il ne résout pas encore assez bien loin du panier. Et comme son jeu repose énormément sur l'explosivité, dès que le corps répond un peu moins, ça se complique. C'est ça qui fait mal dans sa saison plus que les blessures. Non seulement il a peu joué, mais en plus quand il jouait, il avait beaucoup plus de mal à transcender son équipe. Et à côté de ça, il y a un autre sujet que je ne peux absolument pas zapper, son attitude. Très tôt dans la saison, Memphis l'a suspendu un match pour comportement préjudiciable à l'équipe après des tensions avec le staff, et notamment son coach, Tioma Sizalo, avec qui il n'avait pas du tout la même vision de la façon de jouer de son équipe. Et franchement, ça compte beaucoup. Le basket, tu peux toujours en discuter. Les blessures, ça arrive, l'adresse, ça bouge, mais l'attitude, à ce stade-là, ça devait justement devenir une force chez lui. Il avait l'occasion parfaite de montrer qu'il avait grandi, qu'il pouvait être plus mature, plus fiable, plus solide dans le leadership. Et au lieu de ça, il a remis de l'instabilité très tôt dans l'année. Quand t'es la tête d'affiche de la franchise, ce genre de comportement immature prend forcément encore plus de place. Chez lui, la déception est donc double. Il y a le joueur qui n'a pas été au niveau attendu, et il y a le leader qui, honnêtement, n'a rassuré personne. Bien sûr, tout n'est pas mort non plus le concernant, il n'a que 26 ans, les flashs sont encore là, et Memphis espère déjà le récupérer pour le début de la saison prochaine. Donc non, on ne parle pas d'un joueur fini, pas encore en tout cas, mais malgré tout, la conversation a changé. Avant, on se demandait s'il pouvait revenir dans les discussions MVP, maintenant on est déjà en train de se demander s'il peut refaire une vraie saison pleine, rester disponible, redevenir un All-Star fiable et pas seulement spectaculaire par moment. Pour moi, c'est ça le vrai basculement. Il devait incarner le retour, la relance, la rédemption. Au final, il a livré une saison courte, inefficace, instable, finie à l'infirmerie, avec en plus une nouvelle alerte sur le comportement. Franchement, pour un joueur comme lui, ça pique beaucoup trop fort et c'est bien pour ça que c'est lui qui termine ma vidéo d'aujourd'hui. Mais maintenant, je suis curieux de vous lire, c'est qui pour vous la plus grosse déception individuelle de la saison? Est-ce qu'il fait partie des 6 ou alors est-ce qu'il y a un nom que j'ai pas mis et qui, selon vous, mériterait largement sa place dans cette vidéo? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire, de connaître vos tendances, je regarderai ça de près. Ensuite, vous connaissez la musique, si l'épisode vous a plu, le like aide énormément, les commentaires aussi, et le boost encore plus. Enfin, pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça aussi, ça apporte une force de grand malade. Alors pour tout ça l'équipe, je vous remercie d'avance, et nous, on se retrouve très vite pour la suite.